Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette conférence consacrée donc, à l'intelligence artificielle. Un sujet qui s'invite désormais dans nos entreprises, y compris les plus petites. Pour les professionnels de santé, de la prévention et de la santé au travail, donc, l'IA n'est pas seulement une question de technologie, mais c'est aussi une mutation. Une mutation qui s'impose dans l'organisation du travail, dans les compétences, les collectifs, la charge mentale, la sécurité et la qualité de vie au travail. Donc l'intelligence artificielle va transformer les organisations de travail, mais pas uniquement du secteur tertiaire, parce qu'aujourd'hui on voit que tous les domaines sont impactés, y compris dans l'agriculture. Et donc cette conférence donc, organisée par la MSA va proposer un espace d'échange entre plusieurs personnes pour croiser les regards, donc chercheurs, experts en santé et sécurité au travail, représentants d'entreprise. Et puis le but en fait c'est d'identifier les opportunités offertes par l'IA tout en assurant une vigilance sur ses effets humains et organisationnels. Donc on ne va pas faire la promotion ou le procès d'un outil aujourd'hui, mais on va essayer de comprendre concrètement ce que l'IA va changer dans les métiers et dans les situations de travail pour mieux anticiper les impacts sur la santé. Donc nous aurons deux intervenants complémentaires. Monsieur Jean-François Deldon, expert IA qui accompagne les PME dans les accompagnements dans leur transformation. Il va poser des bases, ce que recouvre réellement l'IA, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et puis après monsieur Loïc Kifa, dirigeant d'entreprise, qui viendra présenter, on va dire, un exemple d'application en agriculture, un outil développé grâce à l'IA pour faciliter le travail de ses opérateurs. Et à travers son retour d'expérience, nous verrons concrètement comment un outil a été développé et intégré dans les organisations de travail. Donc ce temps d'échange doit nous permettre de nous projeter, mais aussi de garder le prisme qui est le nôtre, préventeur, celui des conditions de travail, de la prévention des risques et des équilibres humains dans les entreprises. Je vous laisse la parole, monsieur Deldon. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous allez bien déjà, cette fin de journée. Je ne dirais pas que vous n'avez pas trop chaud, parce que j'ai l'impression qu'on a tous chaud ici. Bon, on va quand même essayer de parler un peu sérieusement donc, de l'intelligence artificielle et avec un thème que tu as bien posé, qui est de le remettre sous l'angle humain et sous l'angle concret. Ce qu'on voit tous les jours en fait dans nos entreprises, et je vais me lever parce que je vous vois mieux, donc j'espère que ça ne gêne pas le caméraman. Tout ce qu'on voit dans nos entreprises, c'est qu'on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup de tout ce que ça va changer. En fait, moi j'aimerais qu'on fasse un pas, on va parler effectivement de ce que ça va changer concrètement, mais essayer de prendre ça sous l'angle, ok, mais quels sont les besoins qui sont associés, quelles sont les valeurs que ça peut apporter, quels sont les risques qu'il faut identifier et traiter. Donc on va essayer d'être concret. Si ça n'est pas assez, vous levez la main et vous le dites. L'objectif, c'est que ça vous soit utile. Donc c'est vraiment ça, en tout cas, le cadre qu'on s'est mis aujourd'hui. On va parler en 3 temps. Alors déjà, on entend parler beaucoup d'IA, et je pense que Loïc en reparlera après. Finalement, il y a des données derrière tout ça. Il y a des choses qu'on automatise, il y a des outils. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Et c'est utile de reposer les bases pour savoir de quoi on parle, parce que sinon, on a l'impression que tout est de l'IA, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur Internet va être réutilisé. En fait, il y a quand même des espaces où c'est plus ou moins sécurisé. On en reparlera. Ensuite, on va parler de l'IA en entreprise, des fantasmes et des réalités. Je ne sais pas si vous allez sur LinkedIn, sur Facebook ou quoi que ce soit, vous verrez qu'il y a tout un tas de fantasmes qui sont véhiculés, alimentés autour de l'IA, de ce que c'est capable de faire. Et on essaiera de remettre un petit peu les réalités en face de ça. Et puis enfin, on va parler des opportunités et des vigilances. Parce que oui, l'intelligence artificielle permet de faire des choses qui sont très utiles. Mais il y a aussi des vigilances à avoir. Parce que même si dans votre entreprise, dans votre organisation, il n'y a pas de règles claires qui est établie, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de règles claires que c'est une porte ouverte pour des fuites de données et des problématiques qui peuvent alimenter des risques dont on verra leur portée un peu plus loin. Juste avant de commencer, je vais me présenter brièvement, même si ça a déjà été un peu fait. Moi, je m'appelle Jean-François Deldon. J'ai passé 11 ans chez Michelin, où j'ai notamment piloté la transformation digitale data et IA de l'audit interne, du contrôle interne, mais aussi de la qualité industrielle, qui est une entité de 11 000 personnes, avec des gens qui sont sur des machines, qui n'ont pas forcément de téléphone, de montre connectée ou quoi que ce soit, mais pour lesquels ces technologies peuvent apporter un plus. Un exemple très concret qu'on a pu traiter, j'y reviendrai plus tard,
une personne qui analysait la qualité des pneus, qui devait faire à chaque fois 5 mètres pour aller taper sur son ordinateur ce qu'il voyait, revenir, repartir, revenir. Finalement, c'était à chaque fois une coupure, une charge mentale supplémentaire. Et là, on l'a doté d'une technologie IA qui fait de la transcription vocale, alors qui amène toutes les problématiques d'hygiène et autres avec les écouteurs et tout, et que vous devez bien connaître aussi, mais néanmoins qui était un plus sur la partie charge mentale, puisqu'il pouvait dicter et directement voir qu'est-ce qui était fait. Donc tout ça pour dire que même avant ChatGPT, on était capable de faire des choses. Au-delà de ça, j'ai piloté des groupes de travail sur l'IA, notamment sur l'IA générative. J'ai écrit un livre principalement à destination des PME, parce que je trouve qu'elles sont un peu démunies et on ne les accompagne pas beaucoup, malgré certains dispositifs, pour cette transformation à l'IA. Et récemment, j'ai lancé un podcast où, vous aurez le lien tout à l'heure, l'idée étant d'interviewer des dirigeants qui parlent de la vraie vie, des salariés qui parlent de la vraie vie avec l'IA, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et donc ça, c'est pour moi important de revenir à la réalité. La réalité, c'est avant tout repartir de la base. L'IA ne fonctionnerait pas sans données. Les données, c'est à peu près tout ce qu'on peut stocker sur un ordinateur. Bien sûr, des chiffres, du Excel, des bases de données, mais aussi des documents texte, des fichiers audio. Si on enregistre ce que je suis en train de dire, on va être capable de le retranscrire, peut-être d'en faire quelque chose d'autre. Donc tout ce qui peut être enregistré sur un support informatique, finalement, c'est une donnée. Et ces données, c'est ce qui va servir à l'automatisation, dont on va parler juste après, et à l'intelligence artificielle, et on va essayer de l'illustrer. Ce dont on parle trop peu, par contre, c'est la partie automatisation. C'est super bien connu dans la partie industrielle, où dès qu'on a une tâche répétitive, on prend une machine qui est capable de l'automatiser. Ça va être capable de me faire le trou, et puis ensuite peut-être de coller deux plaques l'une avec l'autre, et ainsi de suite. C'est de l'automatisation. C'est parce qu'il y a une tâche répétitive qu'on fait tout le temps, et donc là, on va trouver un procédé pour l'automatiser. C'est pareil sur l'informatique. S'il y a des tâches que vous faites tout le temps, je reçois une demande de devis par mail. Je dois générer le document Word, je le vérifie, je l'envoie. C'est un processus que vous pouvez lister, que vous pouvez bien écrire noir sur blanc. C'est d'ailleurs souvent la partie la plus difficile de l'écrire noir sur blanc, parce que si vous avez des collègues qui font la même chose que vous, c'est probablement pas la même processus, pas les mêmes vérifications qu'ils font, et c'est souvent une des tâches premières. Mais une fois que c'est bien posé, vous pouvez l'automatiser. Et ça, déjà, ça apporte beaucoup de valeur. Parce que quelque chose de très répétitif, vous allez arriver à le faire en très peu de temps et vous allez permettre aux gens de se concentrer sur des tâches qui sont plus spécifiques et qui vont nécessiter plus de ressources mentales et de réflexion et de décision. Et enfin, il y a l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, au milieu de tout ça, il y a la définition du dictionnaire Robert qui dit, alors je vais essayer de la relire, ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Alors je suis désolé, je suis obligé de la relire à chaque fois parce que j'ai du mal à m'en souvenir. Je la trouve un peu complexe. Et donc j'essaye de la résumer à quelque chose de beaucoup plus simple. L'intelligence artificielle, en fait, c'est rien d'autre que d'apprendre à une machine à réaliser une tâche spécifique, et je précise bien une tâche spécifique, sur des données qu'on lui donne en entrée, et on lui réapprend à le refaire cette même tâche sur de nouvelles données. La première utilisation, c'était différencier des chiens des chats. On a donné des tas d'images de chiens où on a dit c'est des chiens, des tas d'images de chats où on a dit c'est des chats, un peu comme quand vous apprenez à vos enfants ou quand vous avez appris à vos enfants ou petits-enfants à distinguer des chiens des chats. Donc on fait ça. Sauf qu'en fait, on fait ça sur des millions d'images parce qu'il n'a pas de connaissance du réel, il ne voit pas en 3D, il voit juste les images à travers une représentation mathématique des images. Donc on fait ça sur des millions d'images et après on lui redonne une image de chien ou de chat et c'est capable de dire c'est un chien ou alors c'est un chat. Si on lui passe une image d'autruche, il va dire c'est un chien ou c'est un chat. On ne lui a pas appris que ça existait, les autruches. Donc clairement, ça apprend une tâche spécifique. Bien sûr, au cours du temps, les algorithmes se sont développés, on peut réentraîner des modèles qui sont déjà entraînés. Donc si c'est reconnaître des chiens, des chats, on va lui dire bon bah vas-y, je t'explique qu'il y a une autruche, je te redonne quelques images, il y en aura besoin de moins. Mais la base, c'est vraiment ça. Une tâche spécifique, des données en entrée et des données en sortie. ChatGPT, Gemini, l'IA générative, c'est pareil. On lui a appris à reconnaître et à créer, générer le mot le plus probable à partir du début d'un document. Comment on a fait ça ? On a pris l'ensemble des textes qu'il y avait sur le web, sur les documents qui sont enregistrés sur les ordinateurs, alors, en public, on n'est pas allé piquer toutes vos données privées à ce moment-là. En tout cas, pas les majeurs, où ils ne l'ont pas dit. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'au fur et à mesure, ils ont coupé des mots et ils ont entraîné l'IA à retrouver le mot qui était manquant.
Et donc, en faisant ça sur des millions, des milliards de données, on a maintenant un moteur qui est capable de trouver mot après mot le mot le plus probable. Pas le plus vrai, pas le plus intéressant, le plus probable, c'est-à-dire celui qui correspond le plus à la question qu'on met. Et c'est pour ça que le prompt, donc l'instruction qu'on met dans l'IA générative, dont vous avez sûrement entendu parler, est super important parce que c'est le début du texte. Donc en fait, on lui donne le début du document et ça va trouver la fin qu'à partir de ça. Donc plus on est précis, plus on met quelque chose qui est pertinent par rapport au résultat qu'on veut obtenir, plus on a de chances de l'obtenir parce qu'il y aura plus de probabilité que ça nous fournisse le bon document et le bon texte qui va avec. Donc ça, c'est super important. Autre point très important, c'est que j'ai dit que ça apprenait sur des données en entrée pour réutiliser ça sur des données en sortie. Si vous utilisez une IA générative comme ChatGPT et une IA générative comme DeepSeek qui est chinoise, les données d'entraînement ne sont pas les mêmes. Si vous l'interrogez sur des éléments comme Taïwan, les Ouïghours, ils n'auront pas les mêmes réponses. Même peut-être sur les conditions utiles de vie au travail, il n'y aura sûrement pas les mêmes réponses. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont une opinion politique, une opinion personnelle. Ils n'ont pas d'opinion, les IA. C'est juste que les personnes qui les ont développées ont mis ces opinions à l'intérieur, ont mis des documents qui regroupent ces opinions à l'intérieur. Et donc, ces choses-là ressortent automatiquement quand on pose une question à l'IA générative. Et donc, il faut savoir, quand vous utilisez ces IA, qu'il y a ces biais-là qui sont potentiels. Alors, si c'est pour analyser un document Word, pour analyser un appel d'offres, ça ne changera pas grand-chose au fond. Vous n'allez pas chercher la situation de Taïwan, les Ouïghours, sur les conditions de vie au travail. Si c'est pour des documents juridiques, ça peut déjà poser problème. Si c'est pour des éléments, je veux dire un étudiant qui va faire des recherches pour son exposé, ça peut poser problème parce qu'il aura une vue partielle de la réalité. Donc il ne faut jamais oublier quand vous utilisez ces IA que les données, c'est la source de tout. De la même façon, si vous passez, vous, des documents d'entreprise où il y a des données fausses, ça va ressortir des données fausses. Ça ne va pas inventer les données vraies, ça ne va pas aller les chercher nécessairement ailleurs. Donc, je rappelle, les données, c'est la source de tout. L'automatisation, ça va permettre de simplifier et d'accélérer certaines de vos tâches. Et l'IA, c'est vraiment ce qui va permettre de réaliser certaines tâches complexes, mais c'est très, très fortement lié aux données. Au-delà de ça, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'on utilise tous l'intelligence artificielle depuis longtemps. Si vous utilisez Siri, Alexa, Google Home, c'est de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, qui est capable de reconnaître des commandes vocales, des commandes simples, quelle est la météo à Bordeaux. Il fait très beau et chaud aujourd'hui apparemment. Bon, on n'avait peut-être pas besoin d'une IA pour le savoir, mais ces IA ont été entraînées spécifiquement pour ça. Si vous utilisez parfois votre smartphone et que vous prenez des photos avec, vous vous rendez compte que ça met en évidence les sourires. Sur les photos que vous avez prises, des fois, ça met des petits carrés autour des visages en vous disant est-ce que vous voulez retrouver toutes les images avec cette personne. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. À noter que ces outils-là sont quand même intéressants parce que vu qu'ils sont entraînés pour des tâches très très précises, ils sont utilisables sur un téléphone, ce qui n'est pas encore le cas pour l'IA générative. Donc ça consomme moins et ça peut répondre, et je pense que Loïc Ifa le présentera juste après, des cas très très concrets. Maintenant, donc là j'ai remis un peu les bases sur ce que sont la data, l'IA et l'automatisation. Je vais passer sur comment ça se matérialise en entreprise. Et là je vais parler des fantasmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont soit des fantasmes, soit des peurs. J'aurais pu mettre les deux. Et puis les réalités. En tant que fonctionnalité, c'est capable de faire plein de choses. Et en fait, c'est ce qu'on voit tous les jours. Maintenant, il y a des IA qui permettent de générer du texte, ça c'est acquis depuis un certain temps. De générer des images, c'est effectivement aussi le cas. On va pouvoir générer des images où même on prend une photo de soi et on va lui dire mets-moi un costume, fais-moi serrer la main à Poutine, à Macron, à Trump ou je ne sais quoi. Ça va être capable de le faire. Et donc, j'y reviendrai plus tard, il va falloir faire très attention à ce qu'on met dans l'intelligence artificielle et ce à quoi on est exposé aussi en termes de réseaux sociaux, en termes même de mails ou ainsi de suite. Et puis, c'est capable de générer des vidéos. Maintenant, sur un prompt, donc une petite instruction de quelques lignes, on est capable de générer une vidéo de 8 secondes avec du son. Alors, ça ne parle pas encore super bien ou quoi que ce soit. Sur la base d'une vidéo de nous de 2-3 minutes. Alors, si on passe ma vidéo plus tard dans une IA qui s'appelle Agen ou DID, on sera capable de me faire dire ce qu'on veut sur scène, simplement en écrivant ce qu'on veut que je dise. Et donc, c'est pour ça que, oui, c'est très puissant. Il y en a qui peuvent l'utiliser typiquement pour des sessions de présentation d'entreprise. Je travaille avec une boîte qui a des présentations d'entreprise régulières. Ils doivent tourner des nouvelles vidéos tout le temps
où ils ne mettent pas non plus énormément de... Voilà, disons que ce n'est pas le tournage qui compte, mais c'est plutôt le fait d'être capable d'avoir un support assez lisible pour que les gens soient capables de capter l'information. Eux, ils utilisent ça pour pouvoir générer plus facilement la vidéo. Par contre, et ça c'est aussi une des limites qu'il faut, et j'y reviendrai après sur la perte de repères, c'est qu'ils disent dès le départ que c'est une IA qui parle. Ils expliquent, oui, bonjour, je suis un avatar IA, je vais vous présenter le concept pour que vous puissiez vous décider si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez me contacter, voici mon numéro. Et pour moi, c'est un des trucs qu'il faut vraiment renforcer, c'est l'authenticité. Dans un monde où, on le voit, on peut créer beaucoup de choses qui ne sont pas authentiques. Et donc, si vous baladez sur les réseaux sociaux, vous voyez peut-être ce type de message. Voilà, maintenant, il n'y a plus besoin de galérer, l'IA c'est fait pour toi, stop à la prospection, tu n'as plus besoin de prospecter, j'ai une IA qui fait tout pour toi, t'as qu'à me lancer et puis je vais envoyer les mails, répondre aux gens et tout ça. Et en plus, alors je ne sais pas s'ils l'ont mis là, non ils ne l'ont pas mis, mais souvent ils mettent « je pourrais te le vendre 3 000 €, mais je te l'offre gratuitement, écris juste ton mail en dessous du message ». Bon, en règle générale, si quelqu'un peut vendre un truc 3 000 €, enfin je ne sais pas vous, mais moi d'habitude quand je peux vendre un truc 3 000 €, je le vends 3 000 € quoi. Surtout si c'est un truc qui est mon activité principale. Là, il faut toujours se méfier, c'est souvent ces gens vendent de l'automatisation. Ils l'ont fait sur un cas idéal. Il y a encore un influenceur que j'entendais récemment qui disait en 5 heures, on peut créer un site virtuel, une présence sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. C'est vrai. Sauf que quand on va dans le cœur d'une vraie entreprise qui existe, on se rend compte que quand on veut faire un site web et des réseaux sociaux, il faut partir de l'ADN de l'entreprise, des offres qu'elle a vraiment, de ses contraintes légales, enfin, de tout un tas de choses qui fait que c'est effectivement plus rapide de faire des supports, mais ce n'est pas aussi idyllique que le faire simplement en prenant une automatisation et en cliquant sur un bouton. Donc il y a quand même du travail derrière. Et il y a beaucoup d'efforts. Une stat que j'aime bien rappeler, c'est que à l'heure actuelle, selon plusieurs études, alors il y a Gartner qui en a fait une, il y a le MIT qui en a fait une autre, donc ce n'est pas spécifique à la France, hein. Il y a 85 à 95% des projets IA qui échouent en entreprise, dans le sens qu'ils ne produisent pas de valeur. C'est quand même assez étonnant de se dire qu'il y a une technologie dont on entend parler partout, mais en fait, il y a plein de projets qui échouent. Et souvent, en fait, c'est parce que c'est pris par l'angle technologique simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder à quel problème ça répond. On se dit « Ah mince, les autres font de l'IA, il faut que j'aille sur ChatGPT, vite, sinon on est dépassé. » Non, en fait, ça peut être un révélateur. On se dit « Il faut se poser la question », mais ça ne peut pas être « Allez, je lance ChatGPT, je prends 10 licences et puis après, on verra bien ce qu'on en fait. » Non, il faut vraiment réfléchir à c'est quoi la problématique de l'entreprise. Où est-ce que je perds du temps? Où est-ce que j'ai des risques à gérer? Et en fait, c'est ça qui va permettre de vraiment créer des projets avec de la valeur. Et c'est beaucoup plus long parce qu'on se rend compte que quand on veut faire des projets qui marchent, il faut bien identifier le projet, il faut cadrer tous les aspects techniques, je pense qu'on y reviendra beaucoup tout à l'heure, et ça demande pas mal de temps pour entraîner la machine, pour arriver à trouver les bonnes solutions et tout ce qui va avec, et embarquer les équipes, ce qui est toujours un sujet majeur. Donc il faut quand même garder la raison, on peut faire plein de choses avec l'IA, et ça c'est vrai, on peut générer des documents, on peut aider sur des comptes rendus. Il y a des entreprises du bâtiment qui l'utilisent pour faire leur rapport de chantier. Il y a des gens qui l'utilisent pour analyser des appels d'offres parce qu'ils en reçoivent plein, ils veulent sortir juste les infos principales. Je citerai quelques exemples après, mais par contre, il faut garder la mesure de tout ça et se dire c'est quoi qui va vraiment m'apporter de la valeur. Un témoignage client que j'adore, que j'avais collecté pour le livre que j'avais sorti là en décembre dernier, c'est une boîte où ils me disaient qu'ils avaient investi 50 000 € sur l'IA. Et encore, ils avaient bénéficié de 30 000 € de subvention, donc 80 000 € de projet au total. Ils ont fait un outil, ils l'ont fait avec 2-3 pilotes, et ils se sont dit, mince, super, maintenant ça résout le problème, je le diffuse à tout le monde. Ils avaient une équipe de 30 personnes, mais les gens vont sauter dessus, ils vont se l'arracher comme des petits pains. En fait, personne ne l'a utilisé. Personne. C'est même pas une personne qui s'est perdue dessus, personne ne l'a utilisé. Parce qu'en fait, ça ne correspondait pas à leur façon de travailler, ils ne savaient pas vraiment ce qu'il y avait dedans, ils se méfiaient. La confiance, on va voir, est un élément assez important dans ces sujets-là. Et donc, finalement, ça fait 80 000 € pour un outil qui n'est pas utilisé. Et quand on est une PME, 80 000 € pour un outil qui n'est pas utilisé, c'est une somme quand même assez importante. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger cet aspect besoin et cet aspect équipe quand on fait ces transformations-là. Quelques exemples concrets avant de passer vraiment aux vigilances et aux opportunités. Trois exemples. Il y a une société de conseil à Montpellier. Eux, ils évaluent les politiques publiques. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois que la BPI France, l'ADEME font des subventions, ils essayent de voir est-ce que ça a eu un véritable apport.
ils analysent parfois des corpus documentaires de plus de 100 pages avec de plus de 100 documents de 100 pages. On avait fait un test sur les 100 documents de 100 pages. Sur certaines missions, il y a 15 documents qui sont utiles. Mais ils lisaient les 100 documents de 100 pages. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidés avec l'IA à identifier quels étaient ces documents. Alors ça en identifie un peu plus de 15, parce que c'est quand même compliqué d'arriver pile poil à ce qu'il faut. Et puis en fait, ce qu'on a essayé de travailler, c'est OK, mais donc vous avez moins de documents à lire, mais qu'est-ce que vous faites en plus? Parce que finalement, vous gagnez du temps. Est-ce que vous faites plus de missions? Est-ce que vous analysez plus en profondeur? C'est quoi en fait la valeur que vous apportez à vos clients du fait que vous gagnez ce temps-là? Parce qu'en fait, les clients ne sont pas dupes. Au bout d'un moment, s'ils savent qu'on peut faire très vite une mission, ils vont arriver, ils vont dire non mais pourquoi je te paye 100% du temps d'avant alors qu'en fait, on ne consomme plus que 30%. Et donc, ça amène à ces questions-là. Et donc, effectivement, ils ne gagnent pas 80% du temps, ils en gagnent peut-être que 65%, mais ils ont décidé d'avoir une couche d'analyse supplémentaire sur ce qu'ils font. Donc, pour essayer d'aller un peu plus loin dans le détail. Un centre de tri à Nantes, j'aime bien le citer, je les ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Eux, ce n'est pas le temps qu'ils cherchaient à combattre, c'est les risques. Parce qu'ils gèrent des matériels électroniques, donc qui ont des batteries au lithium. Si ces batteries explosent dans l'usine alors qu'elles n'ont pas été stockées à l'endroit de stockage, les assurances ne les couvrent pas. Donc ce n'est même pas un problème de est-ce que ça me fait gagner du temps ou pas, c'est il faut que j'analyse et que je couvre ce risque. Pour le coup, eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a mis même une petite application où il y a des QR codes qu'ils mettent sur leur benne et ils le suivent en temps réel. Et en fait, l'IA est utilisée par petites touches pour extraire les infos des bons de commande et les mettre dans leur outil. Donc ça permet de simplifier la tâche de recopier. Personne n'aime recopier des chiffres d'un document dans une base de données. Ça fait ça à leur place. Éventuellement, prendre une photo de la benne pour exprimer est-ce qu'il y a un risque lithium ou pas. Mais l'idée, là, c'est vraiment de couvrir le risque. Et le dernier, un industriel à Clermont-Ferrand, où là, ils ont utilisé l'IA pour générer des images de leurs produits en situation. Ils font des plaques et des logos. Mais en fait, c'est compliqué, ça prend énormément de temps de générer des images de plaques ou de logos en situation. Mais en fait, maintenant, avec les outils d'IA, ils sont capables de les générer en situation, dans l'environnement que leur fournit le client, pour pouvoir avoir un vrai visuel. Et donc, ça augmente leur taux de conversion. Ça ne l'augmente pas, parce que ça n'est pas français. Donc voilà, il y a vraiment des usages concrets. Par contre, ça demande de partir du besoin. On a plein de solutions. En fait, c'est toujours un problème de partir de la solution pour trouver les besoins, parce que les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Il faut partir des besoins et arriver à la solution. Maintenant, je vais passer à la partie un peu plus globale sur OK, mais qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là? Alors, la première chose, c'est partir des besoins, des personnes, des opérations. C'est quoi qui m'apporte de la valeur? Et on va le voir sur un exemple concret juste après. Et il faut trouver le bon équilibre entre les usages et la technologie. Et là-dessus, c'est vraiment important de travailler avec les équipes. Alors, on en reparlait encore à midi. Ça ne veut pas dire mettre tout le monde dans la pièce et puis faire un gros atelier de travail à 20, à 30, à 150. Mais ça peut être simplement aller voir quelques personnes pour savoir c'est quoi leur problématique, comment ça peut s'intégrer dans leur quotidien, qu'est-ce qu'elles utilisent, qu'est-ce qu'elles aiment faire, qu'est-ce qu'elles n'aiment pas faire. Et donc là, ça permet de partir de la base. Et à partir de là, on va partir sur la technologie, les processus. Et parfois, on va voir que simplement réaligner ces processus, ça permet de résoudre le problème sans même faire de l'IA. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de ne jamais faire de l'IA, mais juste, j'essaie de remettre le débat au centre, enfin, l'église au milieu du village. Il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce qui vous apporte de la valeur avant de partir à fond sur l'IA. C'est important de connaître l'IA parce que ça vous apporte qu'est-ce que je peux faire avec. Mais ce que vous pouvez faire avec, ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Donc, il faut vraiment partir de là. Et quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est que moi, il y a 3 points qui sont clés. S'adapter au contexte. Bon, ça, il y a beaucoup vous l'aurez compris depuis. Et en fait, quand on parle de valeur des sujets IA, je mets tout le temps 2 valeurs. Il y a la valeur pour l'entreprise. Ça, elle est souvent vue et souvent écoutée, c'est-à-dire le retour sur investissement, combien je gagne, combien de temps j'économise, quel risque je couvre. Et le deuxième, qui est parfois un peu négligé, c'est quelle valeur pour l'employé qui va l'utiliser. Mon employé, il y gagne quoi à utiliser cette solution? Globalement, si mon employé, vous lui demandez un truc, ça lui prend 1 heure de plus par jour et il a peur de perdre son emploi, il ne va pas le faire. Si par contre, vous faites un truc où il a un peu plus de pouvoir de décision, ça lui enlève ses tâches rébarbatives et ça s'intègre dans son quotidien de travail, il y a plus de chances que ça s'intègre. Parce que si vous faites une super solution à 80 000 €, mais que personne ne l'utilise, vous avez juste perdu 80 000 €. Donc il faut bien partir là-dessus. Et maintenant, je vais insister sur 2 points qui pour moi sont super importants. Alors, ça va finir sur un ton un peu plus négatif, mais j'essaierai de remettre un peu de positif avant d'en partir. Non, il y a 2 trucs qu'il ne faut vraiment pas oublier. Le premier, c'est l'esprit critique. Si on a des choses qui s'automatisent, il faut garder l'esprit critique. Il faut un pilote dans l'avion.
Si on a un pilote automatique, moi je suis bien content qu'il y ait un pilote si jamais le pilote automatique tombe en panne, quoi. Je ne sais pas vous, mais pour votre activité, est-ce que vous délégueriez tout à quelque chose ou si ça tombe en panne, vous ne pouvez plus gérer? C'est une question, c'est à vous de voir. Et en fait, il y a des gens qui se perdent, et là c'est pour ça que c'est modélisé par 2 plus 2 égale 3. C'est pas parce que l'IA dit que 2 plus 2 égale 3 que c'est vrai. Ou c'est pas parce qu'elle dit qu'un œuf de vache est plus gros qu'un œuf de poule que c'est vrai. Il faut essayer de garder un peu l'esprit critique et de se dire bah non, ça c'est pas vrai. Et là c'est des cas simples, mais si c'est sur un cas métier où ça exprime juste une réponse à un appel d'offres, où ça met des éléments sur des mémoires techniques. Alors j'adore ceux qui font des devis sur ChatGPT parce que des fois ça rajoute des garanties que les gens ne font pas. Bah, je vous garantis pendant 10 ans. Bah non, en fait, je garantissais absolument pas pendant 10 ans. Bah, sauf que si on envoie le devis tel quel sans le vérifier, bah, on garantit pendant 10 ans. Donc il faut faire attention à ça. Et donc garder l'esprit critique. Et le deuxième, c'est la perte de repères. Je le disais tout à l'heure, on est capable de générer à peu près tout avec l'IA. On vous prend en vidéo 2 minutes, même des fois avec une simple photo, on va être capable de vous faire parler, de vous faire dire à peu près ce qu'on veut. Comme à cet enfant à qui sa maman lui demande son code de carte de crédit, et en fait elle est dans le jardin. Et ben en fait, il faut se rendre compte qu'il y a déjà des cas en Corée et autres où il y a des personnes qui ont cru voir leurs collègues en visio, ce n'était pas leurs collègues. Et ils ont fait des virements d'1 million, 1,5 million de dollars, je ne me rappelle plus, à des gens qui n'étaient pas leurs collègues. Alors je ne parle même pas des gens qui ont fait des virements à Brad Pitt en France parce qu'ils ont cru qu'il demandait 600 000 euros, mais il faut faire attention. Donc si Brad Pitt vous contacte, ne donnez pas d'argent, c'est un conseil. C'est sûrement pas lui. C'est-à-dire en France, il y a Florent Pagny aussi. Si Florent Pagny, c'est pareil. Toute star ne répondait pas. Mais en fait, c'est plus que les stars. C'est-à-dire que maintenant, votre voisin, votre fils, votre mère vont être capables de vous appeler en vous demandant de l'argent. Donc faites attention et c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut sensibiliser. Et puis pareil, en fait, l'IA, c'est pas un psy. Donc si vous avez des enfants ou autres, j'aime bien dire, faites attention aussi à l'usage qu'ils ont. C'est juste un outil qui répond les mots les plus probables. Donc il ne faut pas croire que c'est un confident éternel. Donc tout ça pour dire que l'IA, c'est une technologie qui permet plein de choses. Honnêtement, on ne peut pas passer à côté dans le sens où on ne peut pas s'intéresser à ce que ça fait. Donc il faut que vous teniez au courant de ce que ça fait, des capacités, et on va en avoir des exemples juste après. Par contre, vraiment, ce qui fait foi à la fin, c'est quelle valeur ça vous apporte à vous. En fait, vous avez tous le droit, et c'est un droit énorme, de le prendre ou de ne pas le prendre. Vous le prenez si ça vous apporte, vous ne le prenez pas si ça ne vous apporte pas. Et quoi qu'il arrive, que vous l'ayez adopté ou pas dans votre entreprise, il y a des employés, il y a des salariés qui l'utilisent. Le Shadow IA dont on parle beaucoup, même si des fois on n'en parle pas assez, ça existe de partout. Moi, il y a une entreprise, j'aime bien la citer, 60 personnes, j'ai interrogé 15 personnes sur les 60, 15 personnes sur 15 m'ont dit « j'utilise l'IA, mais il ne faut pas le dire trop fort, je suis sûrement le seul ». Non, en fait, tout le monde l'utilisait. Et en fait, chacun, du coup, est maître de c'est quoi qui est confidentiel, qui n'est pas confidentiel. C'est quoi ce que je partage, ce que je ne partage pas. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est une vraie opportunité, mais il faut être conscient aussi des risques qui vont avec pour se couvrir et pouvoir tirer au maximum profit des opportunités. Et dans le podcast, c'est justement ce que j'essaye de faire en donnant la parole à des dirigeants et des salariés, c'est expliquer ce qu'ils expérimentent vraiment et sortir de cet aspect un peu marketing de l'IA. Donc, merci beaucoup et je vais laisser la parole. Je ne sais pas si tu reprends un... Ouais, Merci je vais beaucoup. reprendre rapidement. Merci Jean-François pour ces précisions. Ça donne vraiment un aperçu des opportunités de l'IA, des vigilances qu'il y a à avoir et tout ça pour pouvoir les intégrer dans le travail et l'intégrer dans le travail. Et là maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Ifa qui va nous présenter un outil développé pas forcément pour gagner du temps, comme vous pouvez présenter, c'est pas pour gagner du temps, mais dans l'optique et dans l'objectif de diminuer des contraintes et d'une pénibilité cognitive. Mais je te laisse poursuivre. Merci. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée c'est de passer de la contextualisation et des fonctionnements de l'IA à un projet réel et concret dans le monde agricole. Et dans le monde agricole et plus spécifiquement dans le monde forestier et encore plus spécifiquement dans la pépinière forestière. Donc c'est un petit monde dans un petit monde dans un petit monde. Et dans ce petit monde-là, juste replanter le point de contexte, je suis directeur des opérations de Forélite, c'est une filiale du groupe Alliance Forêt-Bois et on est producteur de plants forestiers. Donc on produit les plants forestiers qui permettent de planter les forêts françaises sur l'ensemble du territoire. La petite particularité à la genèse de Forélite en 1989, c'était de produire principalement des pins maritimes.
Alors, certains sont du secteur, d'autres ne sont pas du secteur. La forêt des Landes de Gascogne est une forêt qui est en termes de massif boisé, un des premiers massifs boisés européens en termes de surface. Et l'essence préférentielle et de prédiction, c'est le pin maritime. Il ne faut pas oublier que ce massif a vécu 2 tempêtes majeures, la tempête de 1999 et la tempête de 2009. Ces 2 tempêtes-là ont eu des impacts sur l'organisation du massif. Et il y a eu une évolution significative depuis les années 50 à 60. C'est le passage du semis, donc on semait des graines de pin maritime directement dans la forêt, à la plantation. Pour plein de raisons, mais une raison de travail. C'est que quand vous semez une parcelle de pin maritime dans le massif des Landes de Gascogne, vous alliez semer entre 150 et 200 000 graines par hectare. D'accord ? De ça sortaient 70%, 60% de petits plants, de petits arbres qui allaient arriver dans la parcelle forestière. Et il fallait en garder, in fine, au bout de 5, 6, 7, 10 ans, entre 800, 1000, 1200, 1300. Donc il faut imaginer le nombre d'arbres qu'il faut sortir. Ça voulait dire des gens qui venaient faire ce qu'on appelait du dépressage. On venait sortir les arbres qui n'étaient pas conformes pour pouvoir faire la forêt de demain. Vous imaginez bien que quand on était dans les années 40, 50 ou 60, on trouvait du monde pour faire ces travaux-là. Aujourd'hui, il n'y a personne pour venir faire ces travaux-là, donc il a fallu changer de paradigme. Et un des changements de paradigme, ça a été le passage du semis à la plantation et de mettre déjà la densité quasiment de la forêt, pas tout à fait à son stade définitif parce qu'il y aura d'autres éclaircies, hein, donc on va enlever des arbres, mais dans un statut aux alentours de 1000 à 1400 tiges hectares. Donc c'est pour ça la genèse de Forélite, c'est de passer du semis à la plantation. C'est pour ça que c'est une création dans les années 80-90, hein, donc 1989. Et on a les tempêtes qui sont arrivées. Et on est passé au niveau de Forélite à produire jusqu'à 25 millions de plants forestiers par an. Donc on sème 25 millions de graines par an. Sauf que, contrairement à ce que mes chers commissaires aux comptes me disent des fois, on ne sème pas des graines du 1er janvier au 31 décembre. Hein. C'est comme en viticulture, on ne ramasse pas le raisin toute l'année, on le ramasse quand il est mûr. Donc moi, je sème des graines que quand on peut les semer, c'est-à-dire en avril, en mai, en juin. Donc il faut ramener ce ratio sur la période. Et ce ratio de quantité sur la période. Quand on a eu les tempêtes, il a fallu répondre à des besoins. On est passé de 10 millions de plants à planter à 25 millions. Donc il a fallu faire évoluer ces quantités-là. Donc c'est un point de contexte pour vous représenter le sujet et le contexte. Le projet il s'appelle SEM Assist, donc c'est l'assistance numérique au semis. C'est pas arrivé tout seul dans notre petite tête, c'est arrivé dans le cadre d'un programme qui a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le programme Usine du futur. Je vais le redérouler après, mais en même temps les diapos sont juste un support de présentation. L'objectif c'était d'identifier les points clés dans une entreprise et surtout dans une entreprise qui est la nôtre où on produit des plants avec des machines de semis et une automatisation en ligne, donc comme des process par exemple chez Michelin. Et on a identifié un certain nombre de sujets. Et dans un de ces sujets, il y avait un verrou. On avait un verrou parce que le contrôle des graines au moment du semis sont faits par une personne derrière le semoir qui vient vérifier le placement et la présence de ces graines. Avec des graines que l'on veut vraiment placer au bon endroit, au bon moment dans la plaque, avec une vitesse d'avancement qui est cadencée. On a été accompagné par des équipes de l'INRIA qui nous ont dit c'est pas un problème, c'est facile, il suffit juste d'identifier et puis vous projetez le défaut et puis ça aide l'opérateur. La logique est là, la logique du projet SEM Assist et la genèse elle est là. Mais il nous a manqué une petite brique quand on a commencé ça. Et au fur et à mesure des réflexions et des raisonnements, on est arrivé à identifier cette brique. Et cette brique, la réponse de cette brique, c'est l'IA. Et c'est ce que je vais vous présenter, là. Donc c'est un projet qui est en cours, qui est dans sa voie plutôt de fin, qui a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine et la section spécialisée Pin Maritime par France Bois Forêt. Donc, le contexte, je vous en ai parlé un petit peu. Et pourquoi est-ce que l'IA répond à tout ça? Donc, ce que vous voyez là, c'est des photos des plaques qu'on sème et des graines qu'on pose sur les plaques. Alors, sachant que la partie de gauche, c'est une plaque complètement semée dans son intégralité. Et les autres, c'est la petite alvéole qui fait entre 4 cm par 5 cm, voire 3 cm par 3 cm.
Et il faut qu'on arrive à chercher une graine qui est plus ou moins noire, plus ou moins bronzée, plus ou moins verte, qui change un petit peu de couleur dans une plaque de semis. Et c'est ce que l'opérateur fait en sortie de ligne de semis. Donc juste, on fait partie du groupe Alliance Forêt-Bois, de la coopérative forestière, et on couvre tout ce territoire-là. Et donc Forélite est basé au niveau de la pointe du Médoc, c'est là où il y a le projet SEM-Assist. Mais on a d'autres sites de production qui travaillent sur les mêmes sujets. L'idée, c'est qu'on a un projet, c'est ce qui a été dit, on a une base de débarrage de projet, qu'on travaille avec un groupe de base, et après on va déployer la stratégie sur l'ensemble des sites par rapport à la réponse à une problématique et une brique technologique. Donc, le rôle de Forélite dans l'écosphère forestière, c'est les deux petits logos qui sont en haut, verger à graines et pépinière forestière. On est dans l'amont de la forêt, d'accord, donc ce que je vous ai expliqué, dans ce semis de ces graines, pour avoir des arbres qui vont ensuite partir dans la chaîne de valeur forestière. Donc, au total, on intervient dans une partie de l'activité d'Alliance Forêt-Bois sur l'activité de sylviculture et on fournit les plans à Alliance. Ça nous permet aussi de générer des projets comme ça parce qu'on a la garantie de l'utilisation de ces plans demain en forêt parce qu'on a tout un travail sur les territoires. Par contre, vous avez vu la carte précédente, si je la remonte, on est sur un territoire, la moitié de la France. Le sujet, c'est que ce que je vous dis là pour le pin maritime, il va falloir penser dans le projet IA qu'on ne plante pas du pin maritime partout et on fait d'autres essences. Donc comment est-ce qu'on demain on apprend à l'IA à apprendre mieux et à apprendre d'autres essences? Et vis-à-vis du changement climatique, vous avez quand même remarqué qu'on est sur un automne où il fait extrêmement chaud. La forêt, elle souffre quand même fortement. Et les espèces qui sont là aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'autres qui seront là demain à leur place. Et il y aura peut-être des essences qui vont migrer. Et tout ça, ça va nous obliger à être de plus en plus malins. Et être de plus en plus malin, il va falloir qu'on soit de plus en plus adaptable. Et l'IA peut répondre à ce sujet-là. Donc, juste Forélite, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est 90% de plants forestiers et de semis de graines forestières. Donc c'est entre guillemets assez facile. C'est comme Michelin qui produit entre guillemets que des pneus. Nous, on produit que des plants forestiers. Dedans, il y a beaucoup de choses différentes, mais on n'est pas multitâche. Donc on peut automatiser des tâches parce qu'on a du coup un centre d'activité qui est assez serré. On a par contre ce sujet de diversité d'espèces. Donc ce que vous avez, il y a un pointeur si je ne m'abuse ou pas? Oui. Là, ici, c'est le semoir qui nous permet de semer. Et donc, vous voyez les graines qui sont placées sur le semoir. Et vous voyez ici, il y a deux doubles, deux graines qui sont placées et qui vont nous poser un problème, c'est qu'il va falloir les éliminer. Et c'est le rôle de l'opérateur qui en avale. Vous pouvez avoir des graines où, au lieu de semer une graine, on va semer un débris. Donc, et ici, en haut à droite, c'est une petite palette. Au total, on sème 80 espèces. Donc là, il n'y en a que 6. Et là-dedans, vous avez des graines où il y en a 1000 au kilo et il y en a d'autres où il y en a 200 000 au kilo. D'accord? Donc, en termes de taille, vous passez du grain de sable au gland de chêne. Et donc, il va falloir apprendre ça avec des formes, des tailles différentes. Donc ici, c'est une graine de, une graine de pin maritime. On va parler du sujet des lasers, donc de la protection opérateur vis-à-vis des lasers. C'est un bel exemple. Donc, vous voyez juste une graine de pin maritime qui est ici. Elle a une face noire, une face marron, elle est striée, elle a des tailles et des formes différentes. Je reprécise un point important. En forêt, on sème des espèces où une variété forestière et une essence forestière s'est constituée de plein de génétiques différentes à l'intérieur de la variété forestière. Ça prévaut que vous avez, je prends l'exemple d'une salade, vous avez des laitues, des feuilles de chêne, des scaroles, des frisés. En fait, c'est ça. Et donc, du coup, les graines, et dans un lot de graines qu'on sème, on a toute cette diversité-là à traiter. Donc, c'est plus facile pour l'être humain de gérer ça, c'est moins facile pour l'IA de gérer ça, et cette diversité. Parce que du coup, il y a le sujet de l'apprentissage. On a corrigé, l'opérateur a corrigé entre 3 63e à 10 63e de défauts à chaque plaque et à chaque unité de plaque. Une plaque, elle passe toutes les 2 à 3 secondes. Donc voilà la chaîne de production. Donc le sujet, c'est le contrôle, c'est l'opératrice qui est ici, par exemple en situation, qui vient contrôler les plaques qui sont ici, sortie du semoir qui est ici, l'avancement va dans ce sens-là. D'accord? Donc l'objectif de ce projet, c'est de trouver des solutions pour réduire la charge mentale des opérateurs. Le sujet, c'est la charge mentale. Il faut imaginer qu'on contrôle non pas 3 63e, mais l'opérateur, il cherche 63 d'abord, et il cherche les 3 dans les 63.
c'est ce que j'ai déjà dit quand on a fait Forexpo, hein, c'est un chercher-trouve. On vous demande de chercher rapidement des défauts dans un ensemble où on vous a tout fait pour ne pas les trouver. L'idée, c'est que là, l'IA, il a un vrai intérêt parce que du coup, il va pouvoir gagner en efficacité pour aller identifier que les 363e. Il faut imaginer en termes de charge de travail et en charge mentale, vous n'avez plus que 363e à trouver, au lieu de chercher dans 63 et ensuite de mettre en œuvre l'opération. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, ce n'est pas de dire il y a une erreur et je laisse passer la plaque. Non, il y a une erreur et je mets en œuvre une correction. Donc on va avoir plus de temps, vraiment plus de temps pour mettre les corrections. Et si on est malin, on peut demander à l'IA d'identifier le type d'erreur. De dire il y a des manques, il y a des doubles, il y a des mal centrés, il n'y a pas la bonne espèce, il y a ceci, il y a cela. Donc on est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle SEM Assist, c'est l'assistance de l'opérateur au semis de plan forestier. Je voulais vraiment replanter le sujet du contexte de pourquoi est-ce qu'on l'a fait, parce que c'est vraiment l'importance du sujet. Mais l'IA n'est pas le seul élément du sujet. Donc ça, c'est une plaque de semis de pin maritime avec tous les défauts qu'il peut y avoir. Ici, sur une plaque qui est sortie de semoir, qui est non contrôlée par l'opérateur, avec des graines qui ne sont pas centrées. Ici, ça, c'est pas une graine, c'est un débris. Un petit morceau de bois, par exemple. L'objectif aussi, c'est d'améliorer notre gestion des ressources. Quand on a oublié de mettre une graine, ça veut dire que c'est du substrat, c'est de l'eau, c'est de l'engrais, c'est du désherbage, c'est un ensemble d'opérations techniques qui vont nécessiter d'augmenter le nombre de plants semés pour, au final, pas grand-chose. Et à un moment donné, la charge mentale de l'opérateur étant telle qu'entre ce qui se passe le matin, ce qui se passe le midi, ce qui se passe le soir, la vigilance peut évoluer. La vigilance évoluant, du coup, le taux de résultat et de correction peut évoluer. Donc l'idée, oui, l'IA, pas de problème, mais j'ai mis des mais, ce n'est pas des mais pessimistes, c'est des mais ça va dans la suite. Hein. Il faut détecter et faire apprendre, d'accord ? Ce qui a été dit, mais que vous devez absolument mesurer, on est sur une IA dédiée, d'accord ? Donc on est sur une IA adaptée à notre utilisation, pour notre usage, fait dans notre entreprise, qui ne sortira pas de l'usage forestier, d'accord ? Elle pourra être dédiée à d'autres semis, d'autres espèces. Par exemple, en maraîchage, pourquoi pas ? C'est aussi pour ça qu'on a un partenaire qui s'appelle R&D Vision, qui est ouvert et qui travaille avec nous sur le sujet, parce qu'il y a une capacité à apporter des solutions sur plein d'autres segments. Si vous avez fait une IA qui a une capacité à apprendre sur une espèce et vous lui avez commencé à lui faire apprendre sur d'autres espèces et que vous l'avez mis en learning pour qu'elle apprenne rapidement avec une autre espèce, parce que vous lui montrez que les graines et elle doit chercher, vous allez pouvoir avancer. Le sujet de l'IA, c'est de faire apprendre à l'IA. C'est le plus long et le plus fastidieux. D'accord ? Il faut lui dire, là en fait, dans toute la liste des data, notre data, c'est l'image. C'est que l'image. Que l'image, que l'image, que l'image. Il n'y a rien d'autre que des images. L'avantage, c'est qu'on en a plein, parce que je vous rappelle que 20 millions de pins maritimes, si on prend ce chiffre-là et on le divise par 63, vous imaginez le nombre d'images qu'on va prendre plaque par plaque. Donc ça, c'est très bien. Par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les petits carrés, là, rouge, là, qui dise tiens, c'est là, tiens, c'est là. Alors vous en faites deux, mais l'IA, vous lui dites maintenant que tu sais, tu vas y arriver. Bon, il ne sait toujours pas. Donc il faut lui en donner, et lui faire apprendre aussi ce que sont des défauts, où est-ce que sont les défauts. Hein, par exemple, ici, là, il y a un défaut, il est là. Il peut y avoir les conditions dans l'agriculture, mais même dans d'autres secteurs, mais ici, c'est le cas, hein, des conditions d'utilisation variables, c'est-à-dire que vous avez des variations de lumière, ça va changer votre apprentissage de l'IA. Donc, il faut lui apprendre tous les contextes, même s'il est très, très bon dans des conditions standards. Entre le matin, le midi et le soir, la luminosité est différente. Donc la réponse à la lumière sur l'image va être aussi différente. Et ça, il faut l'avoir appréhendé. Vous avez un environnement un peu poussiéreux, ça peut arriver. Vous avez un environnement un peu humide avec de l'humidité, ça va changer la qualité de l'image. Il faut que l'IA apprenne. L'image, c'est la qualité de l'image, c'est le socle pour réussir le sujet. Donc l'objectif, et on a réussi à évaluer avec une méthode de détection avec 99% de taux de réussite. Je ne dis pas qu'on a fait 99 fois 63, non. C'est que sur les défauts, on en top 99%. Donc on top 99% des 363e. Après, dedans, et c'est là où l'apprentissage a un deuxième sujet, c'est
qu'il faut vérifier qu'il a bien compris. Quand vous lui avez expliqué et que vous avez vu qu'il est capable d'avoir de la récurrence et de trouver des graines, il faut ensuite aller vérifier en cours de saison, et c'est le regard critique qui est une nécessité. Si vous avez un projet IA et que vous ne mettez pas de regard critique et que vous ne vérifiez pas le contrôle, la dérive va pouvoir apparaître. Et si la dérive apparaît, l'opérateur, comme il aura été assisté, et ça fera partie probablement d'une question, eh ben, il va peut-être décrocher son regard critique sur le sujet parce qu'il va s'être concentré sur comment est-ce que je remets ma graine, où est-ce que je vais la chercher, j'entretiens mieux ma chaîne, j'ai plus de liens avec les autres collaborateurs sur la chaîne. Donc il faut venir faire un contrôle et vérifier les faux positifs et les faux négatifs pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive. Et s'il y a des faux positifs ou des faux négatifs, qui sont surtout tout partie des informations, hein, nous, on n'avait pas de problème sur l'absence. L'absence, c'est assez facile. Le sujet, c'était les doubles. Les sujets, c'est est-ce que c'est une graine ou c'est pas une graine. Ça, c'est là où on peut avoir de la dérive. Et donc, c'est là où il faut vérifier et ajuster. Et faire un recollement entre ce qui sort. Et bien, du coup, si vous avez un élément de l'IA qui dérive, et bien, vous reprenez une phase d'apprentissage dédiée et spécialisée. On a eu à un moment donné un batch aussi, hein, dans cette phase-là. Ça a été de savoir jusqu'où on veut aller en précision. Et là aussi, c'est jusqu'où vous faites apprendre l'IA. À un moment donné, on a voulu faire apprendre l'IA jusqu'à l'alvéole, à l'unité alvéolaire avec un très très haut niveau de précision pour aller chercher des 100%. Parce que quand vous faites 25 millions, très vite, quand vous avez 1% de décalage, ça fait quelques plans, quoi. Le sujet, alors je vous rappelle, c'est 99% de 363e. Hein. Mais le sujet, c'est qu'à un moment donné, il faut la capacité de traitement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous avez des IA relativement légères que vous utilisez sur vos téléphones. Mais à un moment donné, quand vous commencez à lui demander beaucoup de traitement et de la traitement de très très haute précision, ben à un moment donné, il faut vérifier que l'équipement informatique que vous pouvez mettre en place, ce n'est pas un data center où vous devez dérouter une ligne électrique pour pouvoir l'alimenter, quoi. Et on était arrivé à ça. À un moment donné, on s'est dit, mais on n'aura jamais le temps de traitement et le temps de calcul pour aller vérifier et arriver à un taux de précision. Donc, il faut trouver le bon compromis pour qu'on ne perde pas non plus en efficacité au global dans le process, en attendant l'image qui arrive, ça load, et enfin, on a l'image, et enfin, on peut décider et prendre la décision. Donc ça, c'est aussi un curseur à prendre en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que l'IA dans ce projet-là, mais dans tous les projets, à mon sens, dans beaucoup de projets en tout cas, l'IA, ce n'est pas un élément, c'est vous avez mis de l'IA et j'ai résolu mon problème. Si je prends l'IA qui a été fait pour le projet en question, ben en fait, il ne me sert à rien. Il ne me sert à rien. L'opérateur, il est face à son IA, c'est un algorithme, d'accord. Il a ses graines, il doit toujours les contrôler. Non, l'IA, dans ce process, c'est une intégration entre un équipement de vision très précis et très pointu qui est capable de prendre de la photo. La vitesse d'avancement, c'est une voiture. C'est comme quand on vous fait flasher au radar. Il faut que la photo, elle soit nette. Il faut que la plaque, elle soit lisible. Nous, il faut que la plaque d'immatriculation de la voiture, malheureusement pour celui qui se fait prendre, mais nous, il faut que la plaque, elle soit nette pour que l'IA puisse le traiter correctement. L'IA, il vient interfacer entre cette partie image et la partie projection. D'accord ? Parce que si je veux assister l'opérateur, ok, j'ai pris mes photos, j'ai dit à l'IA de traiter le truc, mais c'est ce qu'on a fait dans la phase intermédiaire de projet, on l'a projeté sur un écran d'ordinateur comme ça. Mais en fait, fondamentalement, mon opérateur, il s'en sert pas. Il s'en sert pas parce que en fait, la plaque, elle est là, l'écran, il est là. La plaque, elle est là, l'écran, il est là. La plaque, elle est là, l'écran, il est là. En fait, au lieu d'avoir mal au cou comme ça, il avait mal au cou comme ça. Donc ça sert à rien. C'était pas comme ça que le projet était conçu. Je dis juste que c'est pas une seule brique toute seule. Mais la brique, on l'avait conçue depuis le projet Usine du futur, entre le début et la fin. Le sujet, c'est de reprojeter et de retraduire ce que l'IA a identifié comme erreur pour l'opérateur et pour l'amener au bout du process. Et donc, c'est là où on a une brique, deux briques, dont une qui nous pose encore aujourd'hui quelques problèmes technologiques. C'est la projection en temps réel de plaques qui avancent. Vous imaginez donc, vous avez une voiture qui avance à pleine vitesse, vous l'avez pris en photo, et ensuite, sur la voiture, vous faites des formes et vous dessinez des formes, et vous continuez à suivre la voiture en temps réel pour pouvoir lui afficher les motifs et les problèmes. Notre problème techno aujourd'hui, ce n'est pas l'IA, parce qu'il est calé, c'est le descendant pour avoir
un tracking et une projection qualitative. Et là, on en arrive sur d'autres sujets santé opérateur au travail. C'est que la seule projection qui est efficace, c'est la projection laser. Avec toute une grille et tout un code laser qui est nécessaire à mettre en place pour éviter les effets de réflexion, pour changer les conditions d'application. Typiquement, on sera obligé de demander aux opérateurs de ne pas porter de bague. Voilà. C'est des points de détail, mais qui sont essentiels pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut une vitesse de projection, une vitesse de... Il faut imaginer, on n'arrête pas la plaque pour faire la photo et tu corriges. La plaque, elle avance et on suit du coup cet avancement. Donc l'IA, oui, mais pas tout seul. Et c'est une brique de process. Une brique, c'est un élément. Donc c'est un ensemble de briques qui vont faire que ça va fonctionner et que ça va répondre du coup à la capacité d'assistance cognitive de l'opérateur. Donc l'idée... Ça, c'est un schéma. Hein. En fait, on va afficher, je ne sais pas où est mon pointeur, on va afficher des codes couleurs sur la plaque en temps réel. Alors là, c'est facile parce que la plaque, elle ne bouge pas, mais quand elle bouge, il faut gérer ça. Et là, il va falloir aussi revérifier que la projection colle bien avec la réalité, parce que quand on projette une information d'une IA, on efface la visibilité de ce qu'il y a en dessous. Donc, du coup, l'opérateur n'a plus de regard critique. Donc ça, c'est les petits éléments sur l'apprentissage. C'est d'autres méthodes d'apprentissage, par exemple de l'IA, qu'on a dû mettre en œuvre. On a mis des méthodes d'apprentissage lointaines et très proches de grande proximité avec des hauts niveaux de précision. Et moi, je m'en suis rendu compte de ce sujet d'apprentissage sur l'IA à un moment donné où j'ai vu une publication en disant qu'aujourd'hui, pour ce que tu disais sur l'apprentissage de texte, en fait, il y a beaucoup de structures qui font délocaliser, comme les centrales vocales, l'apprentissage de l'IA. Parce que c'est un travail d'aimant. C'est un travail d'aimant. Il faut faire du détourage de petites photos, il faut aller zoomer, vérifier. Et en plus, il faut de la compétence. Parce que si vous lui dites ça c'est une graine parce que vous avez mis quelqu'un qui ne connaît rien, parce que vous dites ok, je vais faire une économie, mon projet il me coûte 80 000 € en question, puis là je vais mettre 3 stagiaires qui viennent d'arriver dessus, ils vont prendre les photos et puis ils vont me les prendre. Ça, c'est le mauvais plan. Ça, c'est le mauvais plan. Parce que si le gars, il ne sait pas faire la différence entre un morceau de bois et une graine, hein, je prends là le cas, là, je vous mets tous ici, à détourer les trucs, ça, c'est pas une graine, ça. Et ça, vous le détourez, ben, vous avez décalé l'IA de son objectif premier. Et ce que je vous disais, il faut vérifier les faux positifs et vérifier les faux négatifs. Savoir s'il y a une graine, est-ce qu'il n'y en a bien qu'une seule, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on fait ce qu'on veut pour fiabiliser l'algorithme et fiabiliser sa récurrence et éviter la dérive de l'IA. Voilà un peu les points de contrôle. Et puis ce que je vous ai dit, la haute vitesse de traitement et l'interopérabilité. Si vous avez une entreprise qui vous fait l'IA d'un côté, une autre entreprise qui fait l'automatisme de la machine et que vous n'avez pas d'interconnexion entre les machines, encore une fois, votre IA, ce n'est pas une brique toute seule. Il va falloir qu'ils puissent communiquer et échanger. Nous voulions qu'une seule donnée de l'IA. C'était est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Et voilà le sujet de la projection, avec le traitement de la projection, avec des essais qu'on est en train d'affiner, avec des ronds, avec des croix. Alors, on dirait que c'est très simple, hein, mais c'est extrêmement complexe pour que l'opérateur puisse, du coup, réussir l'opération. Nous, on a une approche aussi, c'est qu'aujourd'hui, très peu d'opérateurs peuvent faire cette mission-là de travail sans l'IA, sans cette brique techno, sans ces massifs, sans machin, sans truc. Demain, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir plus de mobilité sur ce poste-là pour que du coup, un opérateur qui est sur cet espace-là puisse partir sur l'espace en aval, puisse revenir sur l'espace en amont et interchanger avec tous les opérateurs dans toutes les missions et créer de la polyvalence. En fait, on a la polyvalence sur tous les métiers sauf sur ce poste-là. Et c'est bien pour ça que dans le diagnostic usine du futur, il y avait une brique avec un verrou, parce qu'on sait que c'était trop spécifique et trop spécialisé avec un manque de compétences. Voilà, donc oui pour l'IA, pour substituer toutes ces tâches répétitives avec une forte charge mentale, encore une fois, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, là on vient substituer de la charge mentale, travailler au sein d'un process avec les opérateurs, l'intégrer dans l'ensemble de la chaîne de production, et il faut absolument participer à l'apprentissage et définir les attendus et l'évolution aussi. Il ne faut pas faire un IA
trop fermé. Si vous avez quelques idées, il faut déjà le dire à celui qui constitue l'IA pour qu'il laisse des portes pour demain faire évoluer l'IA dans vos besoins. Je rappelle, hein, on n'est pas sur ChatGPT, on ne fait pas du texte, on ne fait pas des devis, on n'est pas sur le monde ouvert, on est à l'échelle de l'entreprise. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces éléments sur différents points de communication. Je remercie encore la MSA aussi pour Forexpo sur le sujet, parce qu'on a été cité quand même sur ce travail-là qui nous prend et qui nous a pris beaucoup de temps avec des partenaires et des financeurs. Merci Loïc pour cette intervention. Donc on a bien vu que l'outil a été développé donc, pour améliorer on va dire l'attractivité du poste d'opérateur aussi, la fidélisation des salariés. Ça vous n'avez peut-être pas remarqué, mais entre les lignes, c'est ce que nous, en tant que préventeur, on voit finalement. On voit que l'IA a remplacé donc, la tâche cognitive qui était répétitive et pénible. Et donc voilà, je tiens à remercier donc, nos intervenants pour leur rapport très concret. Et ce que nous, on va retenir en tant que MSA, c'est que l'IA n'est jamais neutre, en fait. Elle va modifier les tâches, les compétences. Elle va redistribuer les charges. Elle va créer autant d'opportunités que de nouveaux risques. Et si on ne l'anticipe pas, nous, l'intérêt, en fait, pour nous, c'est de repérer et d'identifier ces risques. Donc, on n'a pas à être pour ni contre, je pense, en tant que préventeur. On se doit juste d'accompagner, on va dire, les entreprises qui veulent se mettre à l'IA pour qu'elle améliore réellement le travail, en fait, sans dégrader les conditions des salariés. Et pour ceux qui utilisent l'outil, mais il faut penser aussi à ceux qui n'utiliseront pas l'outil, l'amont, l'aval. Avec des vigilances fortes, ne pas dégrader les conditions de travail, associer les salariés et leurs représentants, analyser les impacts organisationnels et humains et prévenir donc les risques nouveaux, comme j'ai dit, et les identifier surtout. Donc on voit que l'IA c'est une opportunité aujourd'hui, si elle est pensée avec et pour le travail, et pas uniquement dans le process, comme disait si bien monsieur Ifa. Donc plus qu'une solution miracle, on va dire que c'est à considérer comme un outil supplémentaire dans la palette de ceux qui existent déjà. Et pour, on va dire, anticiper tout ça, il faut intégrer, et je pense réellement qu'il faut vraiment intégrer les équipes pour repérer leurs besoins et le plus tôt en amont possible du projet, et pour s'assurer qu'elle répondra bien aux usages du travail et d'anticiper donc les contraintes qu'elle pourra générer. Donc nous, en tant qu'MSA, on se doit donc d'accompagner donc les entreprises dans ce sens. Une transformation technologique, oui, mais soutenue par une démarche, on va dire, réaliste, responsable, sécurisante, inclusive et durable, et pour l'ensemble des salariés. Je vous remercie à tous. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps, mais on peut répondre à quelques questions si besoin. Merci à vous.